Bienvenue dans l'Œil au Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie près de Genève. Je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec Dome Pharma, laboratoire vétérinaire engagé depuis plus de 40 ans en ophtalmologie vétérinaire. Un grand merci à eux pour leur soutien et la totale liberté sur le contenu proposé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Lionel Sebag. Bonjour Lionel. Bonjour Bertrand. Donc toi, on est vraiment sur la saison 2 du podcast, sur un parcours international. On a interviewé pas mal de vétos qui viennent d'horizons différents. Et je pense que toi, tu es le plus grand voyageur parce que tu as commencé tes études à Toulouse. C'est ça. Ensuite, tu es allé aux États-Unis, tu as fait un cursus assez long, on va dire, en fait. Donc une formation de plusieurs facultés. Il y a eu Kansas State, il y a eu Davis et Iowa, en fait, enfin, où tu as fait un PhD. Ouais. Donc, et puis une fois que tu as fait tout ça, donc tu as fait aussi donc, un doctorat en sciences biomédicales axé sur les modèles de pharmacologie et tout ce qui est les maladies oculaires. Et ton dada, c'est la surface oculaire. Exact, ouais. Désormais, tu es enseignant, donc tu es revenu dans ton pays d'origine, en fait. Donc tu es retourné à l'école vétérinaire de Koret en Israël. Et je sais que tu apprécies particulièrement ces maladies de surface oculaire. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, puisqu'on va parler du syndrome oculaire des brachycéphales. C'est une dénomination qui est assez récente, en fait, dans les descriptions. Et t'as fait une publication récente sur ce sujet, et c'est ce qui m'a donné l'envie, en fait, de t'interviewer aujourd'hui. Donc voilà. Merci encore, Lionel. C'est un plaisir d'être ici avec toi et partager ce qu'on fait ensemble, notre passion avec le monde vétérinaire. Première question que je pose à tous les intervenants, pourquoi est-ce que tu as choisi l'ophtalmologie ? Ouais, c'est très intéressant. Moi, je voulais, en fait, je suis rentré à la base en voulant faire animaux exotiques, etc. Et une fois que j'étais dans le curriculum vétérinaire à Toulouse, vraiment la passion de l'ophtalmo a commencé. Je voulais vraiment avoir cet aspect-là très diversifié où je peux faire des chiens, chats, chevaux, mais aussi animaux exotiques. Et l'aspect médical, imagerie, microchirurgie, c'était très très divers. Et plus j'en pratique, plus c'est vraiment, je me suis dit, c'est vraiment la passion pour moi. Ok. Aujourd'hui, on va parler des brachycéphales. Déjà, c'est quoi un brachycéphale ? Brachycéphale, c'est les chiens qui ont une sorte de race, chien et chat aussi, qui ont vraiment un museau très très court et la face, toute la tête qui est un peu raccourcie. Et ça vient avec des problèmes respiratoires, mais ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse ici, c'est tous les problèmes oculaires qui viennent avec. Donc, c'est des chiens de type Pug, Shih Tzu, bulldog français, bulldog anglais, tous ces Pekingese, etc., qui sont des chiens très populaires, parce qu'ils ont un aspect un peu enfantin, mais qui viennent avec une liste très longue de problèmes qui est important pour nous de reconnaître. Et chez le chat, tu citais le chat, est-ce qu'il y a des races de chats en particulier qui sont plus atteintes que d'autres ? Oui, il y a le siamois, le chien perse, etc. Ça a aussi les mêmes problèmes qu'on va parler là dans ce podcast pour les chiens, c'est aussi relevant pour les chats. En quoi cette morphologie, elle influence d'avoir plus de problèmes oculaires que d'autres animaux ? C'est une liste assez longue de problèmes, en fait. Cette anatomie particulière de la face vient avec plusieurs problèmes. Le premier, c'est que l'orbite où l'œil est situé est très étroit. Et pas très profond, et donc l'œil ressort même un peu de l'orbite. Et du coup, tu as une exposition plus importante de la cornée en fait sur l'extérieur, c'est ça ? Exact. C'est ce qu'on appelle la lagophtalmie ou macroblépharon des fois. Donc le macroblépharon, c'est que l'ouverture de la paupière est très très large, et ça c'est vraiment quelque chose que j'encourage tous les vétérinaires et les propriétaires à vérifier, c'est de voir si leur chien ou le chat il cligne les yeux de façon complète. Ouais. Donc le lagophthalmos, c'est quand vraiment le clignement est incomplet, que la paupière supérieure ne touche pas la paupière inférieure. Ça, c'est à cause de l'œil qui ressort, le macroblépharon, la protubérance. Et ça prédispose, ça vraiment réduit la protection naturelle de l'œil.
Ça, c'est un des grands problèmes. Il y a d'autres problèmes anatomiques avec beaucoup de poils périoculaires qui sont longs et qui touchent la surface de la cornée. Ils ont aussi pas mal les distichia, ectopixilia, ils ont beaucoup de problèmes avec des poils anormaux. Et aussi des problèmes physiologiques. Ça c'est des problèmes anatomiques qu'on peut voir de l'extérieur, mais quand on s'intéresse un peu plus sur la physiologie de l'œil, on voit aussi que leur sensation cornéenne est réduite, qu'ils ont des problèmes de la quantité des larmes, la qualité des larmes, etc. Donc c'est vraiment un ensemble, vraiment une recette pour une catastrophe qui Et cette catastrophe, ouais, donc qu'il faut savoir déceler. Je dirais un propriétaire qui peut écouter aujourd'hui ce podcast, est-ce qu'il y aurait des moyens en fait? Moi, je dis souvent en fait, on dit regardez quelqu'un dans le blanc des yeux, mais son animal normalement en fait, il faut pas avoir de blanc en fait autour de l'iris quand on se regarde dans les yeux ou quand on le regarde. Est-ce que le fait d'avoir un œil particulièrement protubérant doit inviter le propriétaire à aller consulter directement un vétérinaire, même si l'animal ne s'en plaint pas? Oui, absolument. Je pense qu'il vaut mieux prophylactiquement déjà vérifier la santé de l'œil et ne pas attendre déjà qu'il y ait un problème. Si le propriétaire ou le vétérinaire dans une visite de vaccination, etc., j'encourage toujours à regarder les yeux, voir si l'anatomie est extrême. Toutes les races ne sont pas les mêmes, mais s'il y a un œil qui protrude, avec un clignement incomplet, etc., il vaut mieux à cette phase-là, déjà prophylactiquement, le savoir en tant que propriétaire. Peut-être il y a des thérapies qu'on peut en parler plus tard qui peuvent aider à réduire le risque d'avoir des problèmes. Alors, ça, c'est clair que ces races-là, il faut faire attention aux yeux et ne pas attendre qu'il y ait un problème. Le chien doit du fric à mon pote. Archilien et bestiole, Franck, qu'est-ce que tu en sais? Je sais rien du tout. Et au niveau de la cornée, donc tu as cité plusieurs troubles physiologiques qui peuvent entraîner ces problèmes-là. Est-ce qu'il y a aussi j'ai appris justement en lisant ton article que la sensibilité de la cornée d'un bulldog n'était pas la même que celle d'un berger allemand? Exact, oui, et la sensibilité de la cornée, il y a le nerf trigéminal qui donne les nerfs qui rentrent et qui innervent la cornée. La cornée, c'est le tissu le plus innervé dans le corps. C'est pareil pour l'humain, c'est pareil pour nos chiens et chats, etc. Et d'un point de vue physiologique, ces races brachycéphales comme le Shih Tzu, le Bulldog, etc. ont une sensation réduite. Leur innervation est à peu près 40-50% réduite par rapport à un chien type Labrador, berger allemand, etc. Et ça crée un environnement qui les prédispose à avoir des problèmes. Et donc la finalité, donc quand tu as des irritations chroniques avec des frottements par les paupières, par les trichiasis, une irritation par l'air aussi parce qu'ils ont les paupières qui sont plus ouvertes que d'autres animaux, la finalité, ça va être quand même d'avoir une ulcération cornéenne, d'autres pathologies. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'ulcération cornéenne, absolument. C'est le risque majeur de cette sensation cornéenne qui est réduite, de tous ces problèmes anatomiques qu'on a cités. C'est un risque majeur puisque ça vient avec une douleur aiguë et pour les chiens, pour les chats et les autres animaux de compagnie. Ça vient aussi avec un risque de perdre la vue et de perdre l'œil si on ne reconnaît pas l'ulcère cornéen et qu'on ne le traite pas de façon suffisamment rapidement et appropriée. Donc l'ulcère cornéen, c'est vraiment le risque qui nous inquiète le plus, mais ça vient aussi avec d'autres problèmes tels que l'œil sec, la conjonctivite chronique, ou des traumas oculaires qui peuvent vraiment faire sortir l'œil complètement de l'orbite, qui s'appelle le proptosis. Et ça, c'est toutes des complications qui peuvent arriver même chez des chiens jeunes, de moins de 1 an, moins de 2 ans. C'est pas simplement des maladies du chien qui vieillit, parce qu'ils ont ces problèmes anatomiques et physiologiques déjà dès la naissance. Et lorsqu'il y a une ulcération cornéenne qui peut aller jusqu'à la perforation de l'œil, est-ce que on a des techniques chirurgicales qui permettent de combler en fait ça avec des techniques de greffe, d'autogreffe, etc. Est-ce que la gestion du post-opératoire et des complications est plus difficile dans ces races-là qui sont hypertypées?
Et pas nécessairement, en fait. C'est-à-dire que si on le reconnaît, même si ça arrive à un cas critique de la perforation cornéenne, etc., et que le vétérinaire le reconnaît et réfère un ophtalmo pour faire cette chirurgie, on a vraiment un taux de réussite qui est très élevé. Généralement, ça dépend de la technique chirurgicale, etc., de la taille de la perforation, mais j'ai plus de 90% de chances de sauvegarder l'œil, de sauvegarder la vue. Donc, c'est important d'éviter d'en arriver là, mais même dans ces chiens brachycéphales, si on en arrive à un aspect chirurgical, ils s'en sortent bien, mais ça requiert une anesthésie, ça requiert une chirurgie, etc. D'accord. Et est-ce qu'il y a par exemple plus de complications comme des pigmentations de cornée après ce genre de chirurgie-là dans ces races-là ? Dans ces races-là, oui. C'est-à-dire que quand on fixe la cornée de façon chirurgicale, ça prend en compte vraiment le problème aigu qu'on a en ce moment, mais on n'a pas malheureusement changé l'ADN du chien. Il a toujours, en général, ces mêmes problèmes qui l'ont prédisposé à avoir cet ulcère, donc l'œil sec, des problèmes de paupières, etc. Donc c'est vrai qu'ils guérissent avec plus de fibrose, plus de scar tissue ou de pigmentation. Et donc c'est important de reconnaître qu'en théorie, la chirurgie, c'est important dans ces cas-là, mais qu'on continue avec pas mal de médicaments post-opératoires pour essayer de réduire ce type de complications à long terme. Génial! Et à quoi ça sert ce bouton? Vous pouvez. Oh, de acuerdo con I use that collar. Talk with. J'aimerais bien que vous arrêtiez. N'y touche pas, Russell. C'est peut-être radioactif ou je ne sais quoi. Tu nous parlais de prophylaxie, de prévention tout à l'heure. Et si la meilleure prévention, c'était pas de dire aux gens d'arrêter de prendre des bulldogs, est-ce qu'il faut sélectionner d'autres races, etc. Comment tu penses? Oui, c'est une excellente question. En théorie, oui. C'est vrai que ces races-là, c'est des races qui ont été créées par les hommes et qui ont été vraiment peaufinées pour avoir un certain aspect anatomique qui plaît. Mais d'un point de vue éthique, pour la santé animale, c'est vrai que certaines races sont assez extrêmes et l'idéal, ça serait d'éviter d'en avoir essentiellement s'ils ont vraiment cet aspect extrême. Mais d'un point de vue, si un propriétaire a déjà un de ces chiens-là, je pense que d'un point de vue prophylactique, important d'avoir une bonne relation avec le vétérinaire, avoir potentiellement le support financier, d'avoir une assurance. Ouais, une assurance pour exactement. Et il y a des choses prophylactiques, on peut en parler un peu plus sur qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer d'éviter d'arriver à ces cas extrêmes du cerf cornéen, etc. Moi, ce que je recommande à mes propriétaires et aux vétérinaires aussi, c'est tout d'abord, s'il y a une anatomie extrême, c'est-à-dire un clignement incomplet et déjà des troubles de la cornée déjà à un âge assez jeune, il y a des options chirurgicales qui peuvent être faites avec l'ophtalmo, comme une réduction de la taille de la paupière. Ça s'appelle une medial kentoplastye, ou enlever tant que possible s'il y a beaucoup de poils, de cils mal positionnés, etc. Parce que ça, sur le long terme, ça aide énormément la santé de l'œil, de réduire, ça réduit pas à 0%, mais ça réduit de façon significative la possibilité d'avoir des problèmes dans le futur. Donc, il y a cet aspect chirurgical qui peut être fait à un âge jeune si c'est vraiment une conformation extrême. Si c'est pas une conformation extrême, moi, en évitant la chirurgie, d'un point de vue simplement conservative, cosmétique, en entretien, c'est de faire un entretien régulier, de nettoyer, de garder les poils courts, etc. Ça, c'est hyper important. Mais moi, j'aime bien aussi utiliser de façon quotidienne une goutte oculaire pour lubrifier l'œil, généralement à base d'acide hyaluronique, parce que c'est un peu plus visqueux, ça reste sur la surface oculaire. Même s'ils n'ont pas l'œil sec, ça peut aider à réduire cette irritation de la paupière, du clignement incomplet, etc.
Et ça, on peut le faire même avec un chien à partir de l'âge de 6 mois, etc., simplement d'un point de vue journalier. Je pense que ça aide le propriétaire déjà à regarder l'œil de son chien ou de son chat d'une façon quotidienne pour reconnaître s'il y a un problème. Ça aide aussi à lubrifier la surface de l'œil, à promouvoir une meilleure santé, mais aussi, et très important, c'est pour le chien de s'habituer déjà à recevoir une goutte. S'il y a, dans 1 ou 2 ans, il a un ulcère, il tolérera beaucoup mieux l'application. C'est ce qu'on appelle le medical training, c'est ça ? Exactement. Donc vraiment, justement, là, on se retrouve aujourd'hui à l'ECVO où le thème c'était les animaux exotiques et ils expliquaient avant-hier, justement, c'était une technique pour mettre les traitements à certains animaux sauvages, c'est de les habituer depuis tout petit à les manipuler, en fait, à les récompenser et tout ça. Et donc effectivement, le simple fait, je pense moi, de dire aux gens de nettoyer l'œil de leur chien quotidiennement, c'est un geste effectivement important. Mais je pense, et je suis complètement d'accord avec toi, l'application de gouttes, de larmes artificielles, même s'ils n'ont pas l'œil sec, c'est vraiment une clé importante en fait dans tout ça. Absolument. Je pense que ça crée une énorme différence pour ces chiens et pour les propriétaires aussi. Ça aide. Ça aide avec la surface oculaire, ça aide à habituer l'animal à recevoir ces gouttes. Et ça ne doit pas être pas des gouttes avec un thérapeutique ou médicamenteux, sans stéroïdes, sans antibiotiques, simplement des larmes artificielles, à l'acide hyaluronique, c'est naturel, ça peut que leur faire du bien. Ouais, c'est clair. Et quand tu conseilles de faire cette cantoplastie médiale, à quel âge tu conseillerais en fait, d'une part aux vétérinaires qui nous écoutent, à quel âge en fait il faudrait qu'ils nous adressent ces cas-là? Et vraiment, plus ou moins à partir de l'âge de 6 à 8 mois, une fois qu'ils ont déjà fini leur première vaccination, etc., si tu as déjà une anatomie extrême, il vaut mieux ne pas attendre l'âge de 1 ou 2 ans que déjà des problèmes apparaissent. Exactement. Et d'un point de vue prophylactique, généralement, c'est vers l'âge de 6 à 12 mois que je fais ces chirurgies. Et dans ces cas, je ne recommande pas ça pour tous les chiens brachycéphales. Vraiment, ceux qui ont une conformation très extrême avec un œil qui sort beaucoup, vraiment, ils n'arrivent pas à cligner complètement. Déjà, peut-être des cas qui ont déjà eu un ulcère ou 2 avant l'âge de 1 an. Et que quand on regarde sur le long terme, si le chien il a encore 15 ans avec nous, cette chirurgie peut vraiment aider à éviter d'autres problèmes dans le futur. Je pense que d'un point de vue prophylactique, quand tu demandais tout à l'heure au niveau est-ce qu'il faut éviter complètement ces races d'un point de vue éthique, je pense que ça va pas arriver du jour au lendemain. Je sais que d'un point de vue législatif, il y a déjà quelques pays européens qui interdisent certaines races qui sont jugées un peu extrêmes, et je pense que ce phénomène va aussi affecter la France et d'autres pays petit à petit. Mais en tant que propriétaire, en tant que vétérinaire, etc., même dans une même race, il y a une variation entre un chien et un autre, c'est-à-dire que il y a une étude exceptionnelle de 2015 qui montrait que le simple fait de réduire la taille de l'ouverture de la paupière par 10%, donc très peu, mais une réduction de 10% de la taille de la paupière réduit par plus de 3 fois le risque de développer un ulcère cornéen. Donc, c'est-à-dire qu'entre un pag qui a une grande ouverture palpébrale et un autre où c'est à peine 10-20% de moins, il sera beaucoup mieux protégé et beaucoup moins à risque. Et esthétiquement, ça ne change pas grand-chose en plus. Exactement. C'est vrai que toute l'anatomie autre que l'ouverture palpébrale est la même. Esthétiquement, ça ne change rien, mais sur la santé, ça a un énorme impact. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, d'un point de vue propriétaire, etc., et vétérinaire, essayer d'encourager plus les races, les chiens de certaines races qui ont une anatomie un peu moins extrême. Donc ce que tu me dis, même si le chien a une mauvaise conformation, finalement, comme une stérilisation pour une chienne, cette intervention peut être programmée en fait de manière prophylactique. C'est quelque chose qui est accepté par tes propriétaires, toi, facilement ?
Ça dépend. Je pense que la plupart du temps, oui, s'ils ont déjà eu quelques problèmes avant l'âge de 1 an, 2 ans, etc., et qu'à chaque fois, c'est un danger à l'œil, c'est beaucoup de stress pour l'animal, pour le propriétaire, beaucoup de traitements. Donc ces chiens-là, oui, c'est vrai que les gens acceptent le fait qu'il faut faire quelque chose, sinon on va perdre l'œil dans les mois, années à venir. Bien sûr. Et t'as un truc, parce que moi par exemple ce que je fais c'est qu'en général je leur montre des photos quand ils sont pas très motivés pour la chirurgie, je leur présente des photos de cas justement d'évolution de chiens qui ont eu ulcère cornéen, pigmentation cornéenne et très mauvaise évolution dans le temps en fait. Pas pour faire peur, c'est un peu comme sur les paquets de cigarettes où on te met des logos en marquant fumer tue, etc. Est-ce que toi, tu as d'autres techniques pour justement en fait valider le protocole avec les gens ? Je pense que les photos des conséquences, comme tu fais, c'est une très bonne idée. Je le fais aussi. L'autre aspect, c'est de leur montrer des photos d'autres chiens que j'ai opérés avec ce type de chirurgie pour leur montrer que c'est pas tellement extrême. Je pense que l'appréhension que quelques propriétaires ont, c'est que ça va dramatiquement changer l'apparence, l'aspect cosmétique du chien, mais en fait non, on réduit de très peu en fait la taille de la paupière, ça change, et donc de voir le avant et après, et ça les rassure. Et je leur montre aussi pas simplement l'aspect externe des paupières, mais aussi tout le bien que ça a fait pour la cornée, la pigmentation, etc., qui s'améliore. Maxi, allez mon chien. On parlait de l'œil sec tout à l'heure. Est-ce que l'œil sec, c'est forcément parce qu'on a moins de larmes ? C'est ce qu'on pensait il y a 10-15 ans. Et maintenant, de plus en plus, on sait qu'il y a 2 types d'œil sec, et encore, je dirais même 3, parce que la plupart de nos chiens brachycéphales ont sans doute un aspect mix des 2 types d'œil sec. Donc, soit on ne produit pas assez de larmes, ça c'est le type standard d'œil sec, soit on a assez de larmes, mais la qualité des larmes n'est pas adéquate. Et de plus en plus, on voit que ces chiens brachycéphales, même s'ils ont assez de larmes, qu'on teste avec le test de Schirmer, la qualité de leurs larmes est très basse. C'est-à-dire donc les larmes ne restent pas suffisamment de temps sur l'œil pour lubrifier l'œil, ils s'évaporent très rapidement, et donc en gros c'est un type d'œil sec qui est aussi problématique pour l'œil. Et ça vient d'études qu'on a fait sur des shih tzus, sur les bulldogs français, etc. C'est un type d'œil sec qui est de plus en plus reconnu. Okay. Et comment est-ce que tu l'explores en pratique ? Est-ce qu'un vétérinaire généraliste, au-delà du test de Schirmer, est-ce qu'il peut faire d'autres choses pour voir que finalement, en fait, le film lacrymal est instable ou s'évapore précocement ? Et en pratique, pour un vétérinaire praticien, tester la qualité des larmes, c'est un peu plus délicat. Le test de Schirmer, pour la quantité de larmes, c'est facile à faire, et je le recommande sur tous les chiens brachycéphales. La qualité des larmes, c'est un test un peu plus subjectif qui s'appelle le Tear Film Breakup Time, où on utilise la fluorescine. On met une goutte de fluorescine sur la surface oculaire. Après, il faut garder les paupières ouvertes et regarder le temps que ça prend pour les larmes de s'évaporer. Je sais que nous en tant qu'ophtalmo, on le fait de façon quotidienne. Pour un vétérinaire praticien, il y en a qui ont l'expertise et l'équipement pour le faire, mais la plupart, c'est un peu plus difficile. Je pense qu'une autre mesure de la qualité des larmes que j'aime bien utiliser, ça s'appelle le punctate fluorescing staining, et ça, c'est assez facile à faire en pratique. C'est simplement après le test de fluorescine, on met une goutte de fluorescine sur la surface oculaire, on rince l'excès de fluorescine, et après je regarde avec le filtre bleu pour voir s'il y a une rétention cornéenne sur un œil qui n'a pas l'œil sec, un œil qui est sain. Il devrait pas avoir aucune rétention sur la cornée, zéro. C'est-à-dire que même avec le filtre bleu, on regarde et il faut voir le vert dans les larmes et sur la paupière, mais pas sur la cornée. Et je vois de plus en plus quand il y a des problèmes de qualité des larmes, que en faisant ce test qui est très simple, je vois des micro-irritations. Et on peut quantifier ça d'un point de vue subjectif, si c'est
un tiers de la cornée, 2 tiers ou plus en plusieurs grades, mais simplement de voir ça, je pense que c'est une indication qu'il y a quelque chose qui irrite la cornée, même si le test de Schirmer était adéquat et que la production de larmes est appropriée, je pense que ça, c'est une indication assez facile à faire pour voir que la qualité des larmes n'est pas appropriée. D'accord. Et dans ton hôpital, de quelles armes va disposer un ophtalmo pour aller encore plus précisément explorer ces troubles de qualité des larmes ? Exact. Donc, pour nous, une fois que le cas est référé à un ophtalmo, on a plusieurs outils. Dont le Tear Film Breakup Time. On a plusieurs des colorations différentes que la fluorescine, comme le Lissamine Green ou le Rose Bengal, qui est très approprié aussi. Et il y a des instruments aussi qui ne sont pas très fréquents, même chez les ophtalmos, mais donc un outil assez récent qui s'appelle l'OSAFET, qui aide à regarder plusieurs paramètres qui sont liés à la qualité des larmes, comme l'épaisseur de la couche de lipides dans les larmes, de voir l'anatomie des glandes de Meibomian-Grenz qu'il y a dans les paupières. Mais ça, c'est un outil qui est pas très fréquent. Donc cette mébométrie, finalement, c'est un peu l'avenir. C'est quelque chose. Moi, je m'en suis équipé récemment et effectivement, ça donne d'autres perspectives dans le diagnostic. Mais par contre, dans la thérapeutique de ces troubles lacrymaux qualitatifs, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut ramener quoi ? Des lipides au niveau de l'œil ? Oui, ça, je pense que c'est encore un domaine qu'on ne sait pas trop comment interpréter ce type de lésion avec la meibographie, etc. Si il y a un trouble des lipides, quelle est la goutte oculaire la plus appropriée. Là, je pense qu'en tant que communauté, il y a de plus en plus de recherches dans ce domaine pour pouvoir peaufiner, vraiment ajuster le traitement de l'œil sec au type d'œil sec qu'on voit, si c'est qualitatif, quantitatif ou mix. Donc oui, un ajout de lipides ou une pommade, par exemple, au lieu d'une goutte oculaire qui a plus de lipides, qui peut aider ce trouble, mais il n'y a pas vraiment de evidence-based de voir que ça crée une différence majeure. Je pense que moi, personnellement, j'aime bien attendre ou participer à des études pour montrer que ce type de larme artificielle serait supérieur, disons, à un autre si on fait ce type d'évaluation exacte. D'accord. Donc on a vu que ces animaux-là, on pouvait les aider en les opérant, en les traitant, avec des gouttes, etc. On a vu que les propriétaires pouvaient les aider justement en prenant un chien qui n'est pas forcément très typé. Mais à l'échelle de l'éleveur, est-ce qu'il y a une prise de conscience des clubs de race par rapport à ces pathologies-là et du coup des actions qui peuvent être menées ? Et pour le moment, je pense que pas suffisamment. Je sais que ces éleveurs-là ont très bien éduqués dans d'autres problèmes de santé que ces races représentent, comme des problèmes respiratoires, etc., puisque c'est un syndrome qui est reconnu de plus longtemps. Mais le syndrome de la brachycéphalie oculaire, c'est quelque chose que c'est vrai, c'est plus dans les 5-10 années dernières. Et donc, je pense que c'est aussi notre rôle en tant que vétérinaire et spécialiste de créer cette prise de conscience. Pour l'instant, je pense que c'est insuffisant. Moi, de mon côté, en éducation continue, je parle avec des éleveurs dans mon pays et dans d'autres pays, etc., pour qu'ils comprennent le problème et pour leur montrer simplement ce type de données, disons, qu'une ouverture de la paupière vraiment un peu plus petite peut créer une énorme différence sur la santé de ces chiens. Et quand ils voient que ce n'est pas tellement extrême les changements qu'il faut faire, là, je pense qu'il y a une meilleure prise de conscience et une réalisation que c'est faisable. Je ne pense pas qu'on va arriver à un stade, et ce n'est pas désirable non plus, que toutes ces races-là soient interdites. Ouais, mais on peut faire des petits gestes au niveau... mais ça, je ne pense pas que ça viendra de leur côté. C'est votre chien, Doc.
Einstein, c'est comme ça que vous appelez votre chien en 1985. Tu penses qu'il faudrait qu'il y ait une sanction ou un pays, comme là ça a été le cas apparemment, il y a eu des pays en Europe qui ont purement, en fait d'abord ils ont interdit l'achat de chiens et même ils sont passés à la vitesse supérieure en interdisant même la reproduction en fait de ces chiens-là dans le pays. Donc il y a des choses qui bougent quand même, mais bon, on n'aura jamais une loi internationale qui interdise les carlins ou quoi que ce soit, les pugs. Mais effectivement, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience des éleveurs et c'est peut-être parce que le vétérinaire en soi, il voit aussi les éleveurs, donc c'est aussi un message, je pense qu'il faut qu'on passe, même les vétérinaires qui nous écoutent là, de dire finalement à leurs éleveurs, là le morphotype de ton chien, il va pas, il a des paupières qui sont vraiment trop grandes, trop larges, trop ouvertes, et ne l'accouple pas avec une chienne qui présente un anthropion ou des choses comme ça. C'est ça ce que tu nous dis. À 100%, absolument. Je pense que c'est aussi notre rôle de le reconnaître et de travailler ensemble avec l'éleveur. Ça peut venir des propriétaires aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre conscience de ce problème même avant d'acheter ou d'acquérir un de ces chiens et d'avoir cette discussion ouverte avec l'éleveur en disant voilà, si l'anatomie n'est pas adéquate et s'il y a une pression sociale pour changer, je pense que ça va prendre du temps, mais il le faut. Parce que moi, je pense que c'est énervant en tant que professionnel de la santé d'avoir à traiter des chiens tellement jeunes, même des fois moins de 6 mois, moins de 1 an, qui sont déjà à risque de perdre l'œil parce que c'est un problème anatomique qui a été créé avec la race, etc. Donc, nous, on est là pour aider tant que possible, mais je pense que faire des aspects un peu plus au niveau de l'élevage sur le long terme, ça aura un plus grand impact. Et pour éviter d'aller dans le mur, c'est ce qu'on voyait là cet après-midi par une étude présentée par Julien Michel, où il y avait près de 60% des cas d'ulcères cornéens qui ont dû être opérés dans les centres vétérinaires français sur quelques années, qui étaient représentés par 2 races, bulldog anglais, bulldog français et shih tzu. Donc c'est quand même, moi quand tu vois ça, effectivement, je sais pas combien de chiens on opère par an, mais effectivement on a souvent des chiens brachycéphales. Donc c'est vrai que c'est en soi, moi je serais content qu'on en voit moins en clientèle si on arrive à régler certains problèmes anatomiques, effectivement. Et oui, absolument. Et de régler des problèmes anatomiques, d'avoir une prise de conscience au niveau du propriétaire, d'avoir ces étapes prophylactiques comme l'utilisation des larmes artificielles même quand ils sont jeunes et ne pas attendre qu'un problème, tous ces trucs en global pourraient diminuer. Moi, je suis d'accord avec toi et j'aimerais bien en avoir moins simplement dans le sens où ça fait mal de voir des chiens aussi jeunes qui sont déjà affectés. Et puis qui souffrent. Et même des fois des propriétaires qui réalisent même pas que leur chien a un blépharospasme, c'est-à-dire qu'il cligne, il a mal aux yeux en fait, littéralement. Moi je leur dis, vous avez remarqué que votre chien a des douleurs, c'est pas normal qu'il coule comme ça de l'œil, etc. Donc ça, je pense, c'est autant de signes qu'il faut, et un message qu'il faut passer. Et clairement, je te remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui pendant ce podcast pour parler de tout ça à nos auditeurs. Je termine toujours le podcast par deux choses. Toi, tu as une actualité en ce moment. En fait, je crois que tu as développé une chaîne YouTube pour montrer aux vétérinaires en fait des techniques chirurgicales. Tu peux nous en dire un peu plus ? Tu t'es déjà demandé ce que c'était que ces petits points brillants là-haut ? C'est pas la peine que je me le demande. Je le sais. Oui, absolument. C'est un projet que j'avais commencé aux États-Unis avec une collègue de l'Iowa qui s'appelle Rachel Arbor. Et on avait commencé ça au temps de Corona, où en fait on n'avait plus d'étudiants dans la clinique, ça et du coup ça nous manquait, et j'avais l'opportunité de faire beaucoup de chirurgies moi-même et pas superviser des étudiants ou des résidents. Donc on en a profité pour développer une chaîne de chirurgie que je pense et qu'on veut que nos étudiants et que nos vétérinaires praticiens se sentent confortables à exécuter, comme le cherry eye ou l'anthropion, ou enlever une petite masse de la paupière, etc., qui ne requiert pas nécessairement un spécialiste en ophtalmo. Et donc maintenant, c'est une chaîne qui est ouverte gratuitement, qui a pour l'instant 17 ou 18 vidéos. Et le feedback qu'on reçoit est positif. Je vois que ça aide beaucoup à faire ces chirurgies. C'est en tant que
c'est mon point de vue de comment faire cette chirurgie. Je sais c'est important pour moi de dire que c'est pas le standard que tout le monde doit faire, mais c'est une base que les gens peuvent utiliser pour peaufiner un peu leurs gestes chirurgicaux. Elle s'appelle comment cette chaîne ? Vet Eye Doctor. Ok, je vous la mettrai en commentaire, comme ça vous pourrez aller visiter cette page. Fabrice, pour me rendre un service, tu ne veux pas descendre le chien ? Avec plaisir. Les monstres. Un chien tout neuf. Et toute dernière question, alors ça c'est souvent, il y a eu des jolies anecdotes. Maintenant ça fait quelques années que tu es sorti de l'école. Est-ce que tu as une anecdote de ta vie pratique d'ophtalmo ou vétérinaire, alors, quelque chose de sympa, quelque chose d'original, quelque chose qui aurait pu te marquer en fait dans ta carrière ? Ce qui me marque le plus, c'est peut-être pas un aspect clinique, mais c'est la diversité de gens et l'aide qu'on a dans ce monde qui s'occupent tous dans le même but d'aider. Tu sais, quand on est dans ces conférences-là et que je vais au Japon, etc., on a une très bonne communauté vétérinaire pour s'occuper de ce domaine. Moi, c'est ça, ça m'encourage à continuer de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est tous dans l'ensemble à essayer d'aider les vétérinaires et les propriétaires avec ces troubles. Lionel, un grand merci, c'était vraiment un super moment, et puis à tous les auditeurs, donc si jamais vous croisez Lionel lors des congrès, n'hésitez pas à aller le voir en fait, parce qu'il est hyper accessible, c'est un puits de connaissances, et il a une caractéristique qui lui est propre, c'est l'humilité, et ça franchement c'est une belle valeur. Merci Lionel. Merci Bertrand, un grand plaisir. Aujourd'hui, on a vu avec Lionel Sebag que les races de chiens à museau court, également appelées brachycéphales, sont très populaires partout dans le monde, mais elles présentent de nombreux problèmes de santé en lien avec la conformation de leur tête en particulier. En plus des troubles respiratoires qui sont connus dans ces races, ils présentent un taux préoccupant de troubles de la surface oculaire qui peuvent générer un inconfort chronique qui pourront nécessiter des traitements à vie et aller parfois jusqu'à la perte du globe. La sélection de sujets hypertypés avec une combinaison de caractéristiques anatomiques et physiologiques ont conduit au développement d'une maladie de la surface oculaire appelé le syndrome oculaire des brachycéphales, SOB. La morphologie de leur crâne entraîne souvent une exophthalmie et une lagophthalmie exposant plus favorablement l'œil à des traumatismes, des ulcères, voire des proptoses. Des variations anatomiques sont également responsables d'enroulement des paupières, on appelle ça un entropion, des malpositions ciliaires et la diminution de la sensibilité cornéenne perturbant d'autant plus la stabilité, ce qu'on appelle l'homéostasie, de la surface oculaire. Les brachycéphales semblent développer plus fréquemment que les autres races de nombreuses pathologies de la surface oculaire comme des déficits qualitatifs et quantitatifs lacrymaux, les ulcères de cornée qui pourront se compliquer de pigmentation, fibrose, voire même de collagénolyse lorsque la cornée fond sous l'effet d'enzymes sécrétées par des bactéries. On rencontrera fréquemment une pigmentation cornéenne consécutive aux inflammations régulières subies par la cornée. Des pathologies orbitaires comme la luxation de la glande nititante et la proptose du globe sont également surreprésentées dans ces races. La législation sur le bien-être existe dans de nombreux pays, mais malgré des exceptions, elle n'est pas suffisamment avancée ni suffisamment spécifique pour protéger les races brachycéphales. Les vétérinaires doivent continuer à informer le public des risques liés aux conformations faciales extrêmes, mais aussi en gardant le contact avec des éleveurs et les institutions de l'État. L'objectif étant de créer des recommandations et des lois pour préserver le bien-être animal en réduisant les conformations anatomiques extrêmes chez les chiens brachycéphales. Un effort général doit être consenti internationalement par les éleveurs, les propriétaires et les vétérinaires afin de réduire la prévalence de cette atteinte et ainsi améliorer la santé oculaire des chiens atteints. Cela passe aussi par la sélection de sujets dont les conformations faciales sont moins prononcées. Les futurs acquéreurs doivent également se méfier car ils pourront s'exposer à adopter un chien qui présentera de nombreux troubles pouvant nuire à sa qualité de vie et aussi générer des soins lourds et onéreux. On se retrouve dans un mois avec le docteur David Biancamaria qui nous parlera des conjonctivites chez le chat. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à noter et partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de L'Œil au Clébard. D'ici là, prenez soin de vous et des yeux de vos compagnons à quatre pattes. Au revoir.